2019. Je vais faire comme d'habitude mon résumé. Donc, le permis de conduire de M. André Laborie a été annulé par l'arrêté préfectoral du 1er septembre 1999 pour raison d'un solde de points nuls. Le 22 mars 2005, M. André Laborie a été interpellé au volant de son véhicule automobile pour ne pas avoir respecté la signalisation de feu tricolore. Lors du contrôle, il a paru que M. Laborie conduisait alors que son permis de conduire avait été annulé. Jugement de première correction de Toulouse, 5 juillet 2005, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 11 septembre 2006, a déclaré M. Laborie coupable des faits de conduire un véhicule sans permis de conduire, l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné à M. Laborie la restitution du permis de conduire espagnol qu'il avait obtenu le 17 mars 1998 en échange de son permis de conduire français à une époque où il y restait encore 5 points. Par acte 28 mars 2016, reçu le 5 avril 2016, M. André Laborie a saisi le président de la Cour d'appel de Toulouse lors d'une, je cite, une requête en réparation et indemnisation d'une atteinte à la liberté individuelle du 22 mars 2005 au 28 mars 2016, acte similaire et détention arbitraire provisoire. Il précise notamment qu'il sollicite l'indemnisation de ses préjudices moraux et matériels que lui a causé la privation de liberté de pouvoir se déplacer sur le territoire national et européen avec un véhicule terrestre. M. Laborie demande 50 000 euros en réparation de préjudice moral, 240 000 euros en réparation de préjudice matériel, 50 000 euros pour la perte de chance, 5 000 euros pour le crédit d'équipe, 5 000 euros article 700. Par conclusion reçue le 15 novembre 2016, M. Laborie demande de rejeter les conclusions du ministère public, qualifiées d'infondées et dilatoires, de faire droit à sa requête du 28 mars 2016, de faire droit aux conclusions responsives à son encontre et à celle de l'agent judiciaire du Trésor. Alors, j'ai essayé de résumer, et comme tout résumé, je peux être pas toujours fidèle. M. André Laborie précise notamment qu'il appartenait au parquet général de fixer une date d'audience sur l'opposition enregistrée le 6 octobre 2006. Que le parquet général a été saisi le 25 mars 2012 et n'a jamais fixé de date d'audience pour entendre et débattre sur l'opposition qui porte une entrave volontaire. Que le parquet général réalise les mêmes pressions que son premier président pour la procédure d'indemnisation en cours, divisant en réponse à la détention provisoire qui a déroulé du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, et à la procédure concernant la privation du droit de conduire. Que la Sûreté générale fait preuve de partialité à son encontre, que par des conclusions dilatoires, elle ne fait usage qu'un usage de faux en écriture publique. Que l'inscription de faux en principal des actes consommés constitue une infraction instantanée et la privée de sa liberté individuelle de son droit de conduire par la seule faute d'un dysfonctionnement volontaire du service de la justice doit être en considération par le président. Que la privation de liberté peut être de plusieurs façons: une détention provisoire injustifiée, une garde à vue injustifiée, l'interdiction de se déplacer avec un véhicule terrestre sur le territoire national et européen ordonnée par une autorité administrative ou judiciaire en faisant usage de faux en écriture. Que la liberté d'aller et de venir se confond avec la liberté de circulation sur les voies publiques, que l'usage de l'automobile est devenu général, qu'on considère que les individus ont un véritable droit de conduire et que le retrait du permis de conduire est perçu comme une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du travail, de la liberté du commerce et de l'industrie. Qu'il est interdit pour le président de cautionner les demandes du sujet général, de faire usage de ces conclusions ainsi que celles de l'agence judiciaire qui sont des faux en principal, n'ont plus aucune valeur juridique sur le fondement de l'article 319 du Code civil. Vous allez un peu fort quand même. Hein. Ah mais attendez, c'est pas moi, c'est le juge classeur. Attendez, s'il y a une diffamation, ça se vérifie. Et je suis prêt, moi, à faire un tour de table pour vérifier sa diffamation ou pas. Moi, c'est les sources de Nexis Lexis. Hein. Conclusion reçue le 24 octobre 2016, l'agent judiciaire de l'État demande de constater que la requête de M. Laborie n'est fondée sur aucune période de détention, c'est une indemnisation. Et dans ces conditions, la requête est irrecevable. Il sollicite 700 article 700. L'agent judiciaire de l'État précise notamment que le contentieux d'indemnisation des détentions provisoires a pour objet de réparer le préjudice subi par un requérant ou auquel une mesure de privation de liberté, alors qu'il aurait bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu pour l'acte d'acquittement devenu définitif. Que la privation de la possibilité de conduire un véhicule terrestre à moteur du fait d'une suspension de l'annulation du permis de conduire ne saurait être assimilée à une privation de liberté résultant de détention, que seule peut être envisageable au regard de l'article 141 du Code procédure pénale. La requête est donc irrecevable. Conclusion reçue le 9 novembre, le ministère public demande de déclarer irrecevable la demande de M. Laborie de faire droit aux demandes de l'agent judiciaire de l'État présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Voilà, j'ai essayé de résumer. Donc maintenant, chacun son tour. Alors à vous. Alors, Monsieur le Président, je voulais savoir si vraiment il y a une animosité à mon encontre de la part du parquet général, et même éventuellement de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Toulouse. Pour quelle raison? Nous sommes quand même à la 3e procédure d'indemnisation ici, où les 2 précédentes ont fait l'objet
d'un rejet d'indemnisation, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation dit bien que dans la mesure où la personne a été privée d'une voie de recours pour obtenir la relaxe, l'indemnisation est de droit. Donc là, certes que je suis un procédurier, mais donc en faisant valoir les règles de droit, on les a instaurées, il faut les appliquer. Il n'y a pas de discrimination donc à faire. Et si je suis là, c'est que je crois à la justice, sinon je ne serais pas là. Bon, alors si nous sommes dans un état de droit, il faut appliquer les règles de droit. Et si toutefois je suis en tort, que je diffame, il faut me sanctionner, il faut qu'il y ait un tour de table, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite et que les pièces soient vérifiées. Parce qu'on ne peut pas continuer sur le même cheminement, hein, comme j'expose à chaque fois, autant par les deux précédentes procédures, et aujourd'hui encore 2 autres procédures. Nous sommes dans une procédure donc, où j'ai été privé de ma liberté individuelle au prétexte, c'est ma force, vous le savez, il faut à un moment se rabaisser, autant j'ai tort, autant j'ai raison, j'ai raison. On me prive de ma liberté individuelle au prétexte d'un acte de la préfecture du 1er septembre 1999 qui dit effectivement je n'ai plus de points. Mais de quel droit la préfecture peut se permettre ceci qui, cet acte-là, est fondé sur une procédure en amont qui en 2003, Monsieur le Président, si on s'est bien compté, était toujours pendante devant la Cour d'appel de Toulouse, et je vous en ai apporté donc la preuve. Certes, il faut couvrir la forfaiture donc, de l'agression que j'ai subie par la police en 2005, qui est bien sûr sous les ordres du parquet, j'en ai la preuve, s'il faut la porter, je vais la porter, d'accord, justement pour me porter nuisance. Ce qu'il y a, Monsieur le Président, c'est qu'on fait usage donc, de faux, et c'est pas moi qui le dis, c'est le texte Nexis Lexis qui dit l'usage de faux est une infraction instantanée. Donc, vous ne pouvez pas, le parquet, faire usage de faux. Vous allez me dire, il faut le faire valoir, le faux. Certes que je l'ai fait valoir, le faux. J'ai inscrit en faux en principal. Le faux en principal, c'est un acte qui est déjà consommé. L'article 1319, si on doit suivre le Code civil, l'acte n'a plus aucune valeur juridique. Donc il faut reconnaître quand même ces éléments-là. Alors moi j'ai été condamné justement à tort, donc en 2005, et j'ai fait donc appel. Bien sûr, M. Laborie, pour d'autres raisons, on l'a mis en prison justement pour le priver des droits de défense. C'est tellement facile à Toulouse de rendre des jugements sans qu'il y ait personne qui défend le justiciable. Voilà. Oui, mais absolument, absolument. C'est la raison pour... Oui, mais monsieur, monsieur le Président, avec toutes mes excuses, je suis bien obligé de m'expliquer, sinon c'est pas la peine, tant que je reparte, je veux dire, la procédure elle est écrite, les écrits ils sont, j'ai les preuves comment c'est fait, et voilà. Donc, Monsieur le Président, j'ai été condamné en 2005, moi j'ai fait donc un appel. Eh bien, moi, la Cour d'appel, encore une fois, il n'a pas droit à l'appel, M. Laborie, il n'a pas droit à la seconde juridiction, non. Mais en plus de ça, c'est que à l'appel, moi j'ai fait, sur la décision qui a été rendue, une opposition. C'est un axe des services judiciaires que vous avez dans le dossier. C'est ministère de la Justice, déclaration d'opposition. C'est gênant. C'est gênant que M. Laborie fasse valoir ses droits. Eh bien, le parquet, il met ça sous le coude, il cache. Et comme ça y est, on fait valoir. On ne peut pas dire le contraire, le parquet. Ils ont déjà été pris au piège dans les 2 précédents dossiers. Et bien sûr, Monsieur le Président, on ne peut pas ignorer donc cette configuration-là. Donc, comme le dit la jurisprudence de la Cour de cassation, où à ma requête, elle est bien spécifique, où les jurisprudences sont bien reprises, que dans la mesure que le justiciable a été privé d'obtenir une relaxe par justement un dysfonctionnement des services de la justice,
par un dysfonctionnement donc d'un agent public, d'une autorité du parquet pour que les causes soient entendues. M. Laborie n'a jamais été définitivement donc condamné parce que la voie de recours, elle n'a toujours pas été entendue. L'opposition, elle était enregistrée, eh bien, elle doit être entendue, recevable ou pas recevable, mais elle doit être audiencée. Et bien sûr, on l'a mis sous le table. Alors vous allez dire, M. Laborie, attendez, c'est pas possible ce que vous nous dites. Je vous ai quand même donc fourni ce qui se passe sur la juridiction toulousaine. J'ai saisi la responsabilité de l'État au niveau de la justice administrative. Je vous ai fourni un mémoire, j'espère que vous l'avez lu. D'accord. Et si vous voulez, ces voies de fait, attendez, Monsieur le Président, c'est pour vous dire, ces voies de fait sont cautionnées par le parquet général de Toulouse. J'ai la preuve. Alors, quand vous voulez, voilà. Donc, je veux dire, aujourd'hui, Monsieur le Président, Monsieur le Président, le dossier aujourd'hui, Monsieur le Président, aujourd'hui, Monsieur le Président, je veux dire que les faits que je vous expose, qui sont tellement graves et importants, existent bien. Donc, en fin de compte, c'est une liberté individuelle, je ne l'ai pas inventé, moi, la jurisprudence, hein, comme quoi j'ai bien été privé du droit de conduire depuis 2005, à ce jour, parce que la préfecture se refuse de régulariser mon permis de droit espagnol, quand bien même que j'ai inscrit l'acte de 1999, après tout un tas de procédures, ministre de la Justice, donc et autres. Sans permis, pour continuer à conduire? Et je ne peux pas, je suis privé. J'ai un grave donc préjudice. Et quand bien même aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez été saisi il y a 1 mois ou 2 mois de ça, suivant la difficulté que j'ai rencontrée devant le juge des FRE qui se refuse de faire cesser ce trouble à l'ordre public, c'est-à-dire faire usage d'un faux en écriture, c'est-à-dire l'acte de 1999, ils s'en servent, alors qu'il est inscrit en faux en principal, ils s'en servent pour me refuser de valider mon permis de conduire. Donc là, il faut agir, parce que moi, vous savez très bien, en forme de loi, vous savez, j'ai suffisamment de compétences pour saisir. Bien qu'on peut rigoler, donc, voilà. Donc, en fin de compte, Monsieur le Président, je maintiens, moi, ma demande d'indemnisation sur, justement, la privation de ma liberté individuelle, la privation de la liberté individuelle d'une personne peut être de plusieurs façons. Peut être donc la détention, peut être le droit de conduire, peut être séquestré, peut être... Ce sont la violation des droits constitutionnels. Donc, ils doivent être donc préservés. Alors, Monsieur le Président, j'ai subi un réel préjudice. Vous avez justement les jurisprudences de la Cour de cassation qui dit bien que dans la mesure, donc, il n'y a pas de condamnation non définitive, et vous ne pouvez pas dire qu'il y a condamnation définitive, parce que la déclaration de l'opposition, j'aimerais bien que le représentant du parquet général me dise si ça a été audiencé ou pas. Non, elle va s'abstenir, elle va dire donc que c'est carrément irrecevable. Alors en plus de ça, c'est que les jurisprudences indiquent bien donc, que l'indemnisation est de droit. Donc je ne vois pas pour quelle raison il serait employé la discrimination, encore une fois, à mon encontre. Madame la représentante du parquet, c'est avec un grand plaisir de vous voir et avec un grand respect que j'ai envers vous, mais je suis là, moi, en tant que justiciable, pour faire valoir justement mes droits, que je dois préserver, et en fin de compte, vous ne pouvez pas dire que mes observations sont diffamatoires, parce que je vous en produis à chaque fois dans la preuve. Mais ce qu'il y a, vous ne voulez pas reconnaître les torts, voilà. On arrête ce dossier, l'agent judiciaire. L'agent judiciaire. Bon, Monsieur le Premier Président. Ça rentre pas dans sa 49. Oui, bon. Mais alors que vous avez les textes, bon, je veux dire, excusez-moi. Bon. Rapidement, on est ici sur une audience du contentieux de la détention. Vous tirez vos pouvoirs de l'article 149 qui vise à indemniser une personne qui aurait subi une détention
et qui aurait bénéficié par la suite d'une décision de relax. Mais arrêtez de rester dans ce raisonnement. Vous avez les textes, c'est pas moi qui le dis. Vous êtes ridicule là. Moi je m'en fiche. Continuez, je fais appel. J'engage la responsabilité de l'État qui a le recours, l'action récursoire sur chaque personne. Il faut arrêter. Vous êtes dans une obligation d'indemniser. Alors, non, mais Monsieur le Président, il faut arrêter. Respectons la justice, respectons la justice. On n'est pas sur une détention. On n'a pas de décision de relax de non-lieu, donc vous déclarez la requête pour recevoir. Eh bien, c'est pour ça que je... condamnerai monsieur l'avocat Oui. à verser une indemnité à l'agence judiciaire de l'État pour ses droits de défense, dans la mesure où cette procédure est manifestement irrecevable et injustifiée. Et mais monsieur maître, non, mais vous dites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, mais bien sûr, vous avez des jurisprudences. Non, mais je veux dire, c'est aberrant. Allez-y, allez-y. Rien ni personne. Mais bien sûr, mais bien sûr. On se permet même d'interrompre les uns et les autres. Oui, monsieur. Stop. Donc, M. Laborie n'a pas saisi la bonne juridiction, et c'est ce qu'on écrit les uns et les autres, mais apparemment, il n'est pas capable de lire et de comprendre ce qu'on écrit. Donc, pour la troisième ou quatrième fois, M. Laborie vous a saisi, M. le Premier Président, sur un fondement juridique qui ne peut pas s'appliquer aux éléments qu'il développe, et ça, il faudrait qu'il écoute pour entendre ce qu'on dit. Donc, sur l'article 149, c'est parfaitement irrecevable. Il a également invoqué dans sa requête, puisque nous lisons vos requêtes, monsieur, contrairement à ce que vous pensez, et on y répond, les dispositions de l'article 626 du Code de procédure pénale, et j'ai conclu là-dessus, qui réglemente le préalable à une procédure en révision. Ce texte donne compétence au procureur de la République et pas au Premier Président. Et en tout état de cause, il faut que M. Laborie, pour mettre en œuvre cette procédure, démontre qu'il ait obtenu une décision de révision d'une condamnation, ce qu'il ne fait pas non plus en l'espèce. Donc je crois qu'on est même allé au-delà de ce que la loi nous oblige de faire. Et je regrette pour ma part que nous ne puissions pas demander une condamnation pour procédure abusive à l'encontre de... Ah mais vous pouvez la demander, madame la procureure, il n'y a aucun problème. Donc dans cette affaire, vous savez... Le droit, monsieur, le droit... Mais oui, mais attendez, alors le droit... Délibéré 13 avril pour ce dossier-là. Maintenant, on prend le second. Alors, c'est un acte reçu le 22 novembre 2016. Monsieur Laborie ici d'une demande en réparation et indemnisation d'une garde à vue considérée de détention arbitraire, séquestration, au visa des articles 149 à 150, R26 et R40-22 du Code de procédure pénale. Monsieur Laborie demande au titre d'une séquestration au commissariat de Toulouse et dans les zones du tribunal d'arrestation de Toulouse de plus de 30 heures en date du 8 et 9 décembre 2011. La somme de 60 000 € en réparation de préjudice moral qui a duré plus de 5 ans dans l'attente et le souci d'être relaxé et pour atteinte à l'intégrité physique de sa personne par séquestration pendant plus de 30 heures. Une somme de 5 000 € pour les prix irréductibles et 5 000 € pour l'article 700. M. Laborie précise notamment qu'il a été empêché, en ses voies de recours, saisi sur le jugement du 7 février 2012, qu'il a fait l'objet de condamnations injustifiées, que le parquet de Toulouse a tenté d'étouffer ses affaires par différentes détentions arbitraires ou séquestrations commises en bande organisée de plus de 24 heures, qui est considérée comme détention arbitraire par sa privation de liberté. Par conclusion, reçue le 26 novembre 2016, M. Laborie demande de faire droit à sa requête. Il précise notamment que l'État est tenu à indemniser tous les préjudices causés au cours des privations de liberté, faisant suite à un dysfonctionnement de la justice. Il s'est retrouvé victime pour des faits graves, à savoir pour une garde à vue, qui doit être considérée comme séquestration et détention arbitraire pour sa privation de liberté, ordonnée dans le parquet de Toulouse, qu'il a subi une garde à vue injustifiée dans le seul but de la faire taire à toute revendication en justice. Conclusion de la judiciaire de l'État, 1er décembre 2016. Constater que la requête est irrecevable faute de détention provisoire alléguée. Constater que la requête présentée est irrecevable faute de justification de procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu de relax d'acquittement de mesure définitive. Et donc débouter M. Laborie et le condamner à 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'État précise notamment que M. Laborie a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 8 décembre 2011 au vu de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre un outrage à magistrat le 6 décembre 2011. Qu'au vu du mémoire présenté par la SCP Rousseau-Tapie, avocat au Conseil d'État de compensation, puis de l'ordonnance du 25 novembre 2016 de la commission d'instruction de la Cour de révision et du réexamen de condamnation pénale, il apparaît que M. Laborie, après avoir fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 8 décembre 2011, a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 février 2012 d'outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions récidives et l'a condamné à une peine d'1 mois d'emprisonnement. Que
par arrêt du 7 mai 2013, la Cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'appel formé par le prévenu contre ce jugement, que saisit une opposition formée par M. Laborie contre cet arrêt. La même Cour, par arrêt du 13 novembre 2013, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de saisissement au profit d'une autre juridiction formée par le prévenu. Que par arrêt du 8 janvier 2014, la Cour d'appel de Toulouse a déclaré l'opposition irrecevable. Il semblerait que M. André Laborie ait formé pourvoi de ce dernier devant la Cour de ce dernier arrêt devant la Cour de cassation. Que la requête de M. Laborie devrait être déclarée recevable puisqu'elle vise à obtenir une indemnisation pour un placement en garde à vue. Qu'il y ait jurisprudence constante qu'un placement en garde à vue ne saurait être assimilé à une détention provisoire. Que la requête de M. André Laborie n'est également pas recevable dans la mesure où il ne peut justifier une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu relax ou acquittement de vue définitive. Que la requête est donc irrecevable. Conclusion du 6 décembre 2017, le ministère public demande de déclarer la requête de M. Laborie irrecevable et de faire droit à la demande judiciaire de l'État présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le ministère public précise notamment que la requête ne fait référence à aucune période de détention provisoire. Voilà, donc j'ai résumé. Alors à vous. Alors, Monsieur le Président, on a toujours le même principe. Je pense que la personne qui représente le ministère public, si on veut qu'on se voit peu, je pense que c'est Madame Gatt, vous êtes, je pense. Hein, avec le respect que j'ai, voilà, avec le respect donc, que j'ai pour cette dame, qui représente que le parquet général. Bon, hein, je n'ai rien contre elle, bien sûr. Ce qu'il y a, je constate quand même que dans différents actes, bon, c'est signé d'elle, donc elle représente le parquet, elle a, bon, certes, une responsabilité. Donc là aussi, c'est la flagrance même. Vous avez tout à l'heure le représentant du Trésor qui se fie de l'article 149 et qui ne connaît pas, soi-disant, les jurisprudences. Alors, je vais rappeler quand même les dernières jurisprudences de 2013 quand même, qui dit, donc, voyez, l'article 149 alinéa 11, par exemple, on a référence pour l'évaluation du préjudice moral, les provisions accordées aux personnes acquittées lors du procès outreau sont aussi destinées à les indemniser du dysfonctionnement du service de la justice. Dysfonctionnement du service de la justice. Nous sommes là, justement, comme dans les précédents dossiers, dans le dysfonctionnement du service de la justice. Et qui, bien sûr, dans le cas de privation de liberté individuelle, c'est vous qui êtes, bien sûr, Monsieur le Président, donc la personne donc compétente. Et vous avez justement, donc, et je l'ai mis donc en premier, vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas le nier. Enfin, moi, ça me tue, vous pouvez le nier toujours, c'est tellement ridicule. Vous avez la Cour de cassation le 15 avril 2013 qui dit bien, attendu qu'il résulte de l'article 149 du Code de procédure pénale, qu'une indemnité est accordée à sa demande à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement devenue définitive. Que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel et moral directement lié à la privation de liberté. Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs, qu'il a énuméré que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice qui lui a causé la détention. Donc on est dans ce cas-là, on est dans le cas d'un dysfonctionnement permanent que le parquet général use et abuse pour cacher les voies de recours, pour rendre donc des jugements, pour faire pression donc devant le tribunal par justement donc partialité, comme le dit la SCP donc d'avocat à la Cour de révision, hein, que M. Laborie était dans son droit de faire donc appel, d'autant plus que la jurisprudence de l'auteur, la victime qui me poursuit, est bien le parquet. Alors là, je veux dire, vous êtes carrément dans le sac, justement, de me refuser effectivement l'appel. Certes, il faut refuser l'appel à M. Laborie, et il est dans ses droits, nous avons tort, il faut le bloquer, il va s'écrouler, on va le voir mourir celui-là. Non, il est toujours là. Il y a une jurisprudence qui existe, il faut l'appliquer. M. Laborie a été refusé, même à la Cour d'appel, de ses voies de recours. Même la Cour de révision le dit bien que je n'ai pas été condamné définitivement. Mais attendez, j'ai fait donc une procédure donc abusive
avait 24 heures donc, de garde à vue, et encore on me dit je ne justifie pas ma garde à vue, mais il faut ouvrir les dossiers quand même, ça y est écrit la garde à vue, je l'ai fourni dans la pièce donc et tout. Alors je crois qu'il faut quand même arrêter donc un moment, indemniser, et je crois que pour apaiser toute la situation, hein, parce qu'en fin de compte, le dysfonctionnement, hein, il y a la responsabilité donc de l'État, mais aujourd'hui, comme j'ai fait, donc pour rechercher le dysfonctionnement du service public de la justice administrative, donc ce dossier est tellement flagrant que je vous ai apporté donc les éléments, j'ai dernièrement saisi exactement le même système de la procédure, mais le service public de la justice judiciaire aussi. Alors, vous savez, d'une façon ou d'une autre, on verra qui sera le plus ridicule. Mais certes, l'État, représenté par son agent judiciaire du Trésor, qui a l'obligation d'appliquer les textes d'indemnisation, il se refuse par son avocat. Mais pour quelle raison son avocat? Il est l'avocat de Toulouse. Ils sont impliqués dans ces affaires-là. Ils sont impliqués, Monsieur le Président, vous avez été saisi. Le doyen des juges d'instruction se refuse d'ouvrir la procédure. Si, elle m'a convoqué. Numéro de parquet, numéro d'instruction. Ben, c'est tellement flagrant ce que je soulève, ce qui s'est passé. Autant les deux précédents dossiers que ceux-là. Mais tout le monde étouffe. Alors vous pouvez continuer à étouffer, mais arrivé un moment, je crois que la vérité, il n'y a aucun obstacle qui ira à l'encontre de la vérité, qui sortira tôt ou tard. Donc je crois, Monsieur le Président, il n'y a pas plus d'éléments à dire. Je crois que la procédure est écrite, les pièces sont fournies, elles sont pertinentes, et je vous demande de faire valoir donc mes demandes introductives donc dans ma requête d'indemnisation, et bien sûr rejeter purement et simplement les conclusions de l'avocat général du ministère public qui sont infondées. C'est simplement pour vous faire pression. Certes que vous travaillez chaque jour ensemble, qu'il y a un respect mutuel, je le comprends, mais il y a normalement l'impartialité entre le parquet et le Premier Président. Je vous en remercie, Monsieur, Mesdames, et tout mon respect peut-être dans ma plaidoirie, mais c'est les éléments. Si toutefois, Madame le procureur général, il y a diffamation, vérifions les textes. Et j'en finis, Monsieur le Président, parce qu'en fin de compte, la situation est très grave, celle qui est expliquée devant le tribunal administratif, qui est le préfet de Toulouse, qui a usurpé les fonctions du préfet de la Haute-Garonne pour nous expulser, sans droit ni titre. C'est le même principe. C'est sous couvert par le parquet général. Ah ben j'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Ah ben oui, ça n'était scoop. Ah ben oui. Ah oui. Je vous l'ai fourni la preuve. Stop. Suffisamment. Alors maintenant, l'agence judiciaire. Convoquez-moi, je vous apporte encore plus de preuves. Stop. Quelques observations. Premièrement, personne ne nie autour de cette table le fait que vous avez fait l'objet d'une mesure de garde à vue depuis décembre 2011. Je croyais que vous l'avez nié. Dans les bien sûr, je ne rien, bien sûr. C'est écrit dans mes conclusions. Un petit élément pour Monsieur le Premier Président. Monsieur Laborie, le fonctionnement défectueux des services de la justice ou le déni de justice sont des actions tout à fait recevables, mais qui ne relèvent pas du contentieux du Premier Président. C'est du contentieux du tribunal de grande instance. Donc éventuellement, c'est lui qu'il faudrait saisir de telles réclamations et pas Monsieur le Premier Président. Concernant la demande présentée aujourd'hui, donc se base sur cette garde à vue de un jour, le 8 décembre 2011. La garde à vue n'est pas considérée comme une mesure de privation de liberté susceptible d'indemnisation au titre de l'article 149 du Code de procédure pénale. C'est la jurisprudence qui est tout à fait constante en la matière. Je vous en cite juste une de la Cour d'appel de Paris. Il ne faut pas le respecter, cela. D'accord. Et en tout état de cause, M. Laborie a été condamné pour ces faits. Ces faits de, je sais plus si c'était d'outrage à magistrat, de telle sorte qu'il ne peut aujourd'hui se prévaloir de la deuxième condition
de l'article 149 du Code de procédure civile pénale, à savoir bénéficier d'une décision de... Mais il a été dit comme quoi je n'ai pas été condamné définitivement, ne dites pas pour persuader. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, votre requête est encore plus irrecevable. N'importe quoi. Dans la mesure où vous n'êtes pas les... Vous avez la Cour de cassation qui dit que je ne suis pas condamné. Alors, soit vous ne comprenez pas, il y a un problème. Je veux dire n'importe quoi. Irrecevable cette requête, et de la même manière, vous condamnerez M. Laborie à un article 700. Alors, je demandais 700 €, je me conformerai la prochaine fois à votre nouvelle jurisprudence. Voilà, ben oui, la jurisprudence, on l'applique à sa guise, comme ça fait plaisir. Quelle honte. Oui, je crois que votre patience est quand même immense avec M. Laborie, puisque je répète encore une fois... Mais je crois que je respecte beaucoup plus M. le Président qu'éventuellement le parquet général. Donc vous n'écoutez rien, donc si, madame. vous ne pouvez pas comprendre. Mais non, je ne comprends pas, bien sûr, bien sûr. Les avocats à la Cour de cassation, ce sont des imbéciles. Hein? Ce sont des imbéciles, voilà. C'est pas moi, vous voyez, elle contredit les dires de la Cour de cassation, des avocats à la Cour de cassation. Alors bon, excusez-moi. Monsieur Laborie, moi je dis... Avec tout mon respect, mais je veux dire... Je dis monsieur Laborie. Oui, déjà, oui. une règle élémentaire de courtoisie, c'est pas de dire elle. D'accord? Non, madame la procureure générale, absolument. Absolument. Je rappelle donc, monsieur le Premier Président, que nous avons pour la 4e fois un dossier présenté par monsieur Laborie sur un fondement juridique qui ne peut pas s'appliquer. Et ça, il ne peut pas l'entendre puisqu'il n'écoute rien. Oui. Donc, il vous saisit sur un fondement juridique, l'article 149 du Code de procédure pénale, qui ne peut pas permettre qu'il soit donné suite favorable à sa requête. Personne autour de cette table conteste qu'il ait eu, dans le dossier précédent, sous permis de conduire, retiré dans des conditions qui peuvent donner lieu à discussion, qu'il ait été placé en garde à vue, etc. Mais vous n'êtes pas sur le bon fondement juridique, monsieur Laborie. Si, avec le calme qui s'instaure depuis 3 minutes, vous arrivez à entendre cela, nous aurons fait un grand pas et nous aurons économisé les uns et les autres, et l'argent de l'État, et notre temps quand même, qui est de consacrer notre énergie à des dossiers qui vont aboutir. Votre dossier, il ne va pas aboutir, puisque c'est irrecevable sur le fondement juridique que vous citez. Vous l'avez dit vous-même, et vous les connaissez, il y a d'autres juridictions qui sont là pour sanctionner un dysfonctionnement de la justice, vous l'avez déjà saisi, vous avez saisi aussi une commission de révision, donc vous connaissez ces voies de recours, et vous ne les avez pas utilisées à bon escient pour ce dossier. Donc, à nouveau, j'ai été contrainte, que ça vous plaise ou non, de conclure à l'irrecevabilité pure et simple de votre requête. Alors, Madame la Présidente, on a toujours la dernière possibilité de répondre après le parquet. C'est tout à fait normal. Eh ben oui, c'est les règles de droit. Vous voyez, monsieur, avec un très grand respect pour tout le monde, on est là simplement pour défendre les intérêts de chacun. Bon, vous voyez très bien que je vous ai lu tout à l'heure les arrêts de la Cour de cassation qui dit bien, d'accord, le contraire de Madame la procureure générale. Donc quand même, ce sont des arrêts de la Cour de cassation qui dit bien que dans la mesure où je n'ai pas été condamné définitivement et que j'ai été privé d'une privation de liberté, j'en demande donc l'indemnisation. Et bien sûr, cette procédure, cette jurisprudence de la Cour de détention des révisions est justement donc la suite de la saisine du premier président qui est compétent. Donc il n'a pas soulevé justement que le premier président dans cette jurisprudence n'était pas compétent. Ils ont encore plus bétonné en disant qu'effectivement, donc dans la mesure, c'est la Cour de détention des révisions après le premier président, qu'effectivement dans la mesure que la condamnation n'est pas définitive et qu'il y a une privation de liberté, vous êtes tenu à ordonner l'indemnisation. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Cour de détention des révisions qui vient en appel du premier président. Ne dites pas le contraire, Madame la procureure. Stop. On arrête. Délibéré 13 avril. Comme alors, Monsieur le Président, Madame l'avocate générale, je voudrais formuler une observation. Non, mais sur autre chose. Ah ben, Madame la procureure, avec mes respects, il n'y a aucun problème.